Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé. L'actualité politique reste dominée par la crise aiguë que vit notre pays depuis presque 6 mois. Demain, 19 janvier, ça fera 6 mois exactement qu'une partie des Togolais mécontente de la gestion du pouvoir de Faure Gnassingbé manifeste dans les rues à travers le pays. La question de gouvernance politique est au cœur des revendications et depuis 6 mois, le pouvoir de Faure Gnassingbé a titubé mais il semble se reprendre. Depuis 6 mois aussi, l'opposition aura tenté sa capacité ou montré sa capacité de mobilisation et depuis 6 mois encore, aucune issue ne semble s'offrir véritablement au peuple togolais. Ce peuple qui est dans la rue, qui manifeste contre le pouvoir de Faure Gnassingbé, bien sûr. Le référendum avait été évoqué et il revient encore sur le tapis. Il est porté, semble-t-il, par l'aile dure de l'UNIRA. La question du dialogue semble faire aussi son chemin. Cette semaine, la coalition des 14 partis en tournée africaine semble avoir mis un coup d'accélération au processus, puisque la date du 23 janvier, mardi prochain donc, est avancée pour le démarrage des discussions politiques sous réserve d'un avis contraire du président de la République, Faure Gnassingbé. Alors, quelle issue possible pour la crise politique aujourd'hui au Togo ? Le pouvoir de Faure Gnassingbé multiplie néanmoins les initiatives pour les consultations électorales et référendaires peut-être. Alors pour en parler, notre invité ce matin, comme annoncé, Fulbert Sassou Atisso, journaliste, politique, essayiste et président du parti politique Togo Autrement, membre de la coalition des 14 partis de l'opposition. Taxi Presse. Et juste vous donner une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Vous avez le quotidien Liberté, on en a parlé le matin, le quotidien Forum de la semaine qui nous est parvenu entre-temps. Le confrère évoque la situation politique au Togo avec la réaction de Gilbert Bawara, le ministre de la fonction publique. Allons au dialogue et débattons de tous les sujets et de toutes les préoccupations, a-t-il déclaré, refusant de commenter la dernière sortie de la coalition à Conakry et à Accra. Décentralisation, les députés planchent sur le projet de loi portant modification de la loi 2007-011 du 13 mars 2007. À lire dans le journal Depuis Santé, le Togo lance une vaste campagne de vaccination contre la rougeole. Et puis aussi, sport avec le Brésilien Ronaldinho, la symphonie inachevée d'un génie du football. Vous lirez l'article dans le quotidien Forum de la semaine. Il y a aussi l'hebdomadaire Chronique de la semaine qui est dans le kiosque ce matin. Vous avez aussi le journal Ouara les vainqueurs et puis Flambeau des démocrates. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Notre invité, c'est Fulbert Sassou Atisso. Il est journaliste politique. Il est essayiste et président du parti politique Togo, autrement membre de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition. Fulbert Atisso, bonjour. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous ce matin. Merci à vous aussi de m'avoir donné l'occasion de parler parce que vous savez que je parlais avant à profusion, beaucoup. Depuis que je suis devenu acteur politique, je parle très peu. C'est sûr. Oui, parce que chaque mot, chaque phrase que vous sortez, eh bien, on l'analyse, on peut les retourner contre vous, et donc je parle peu. Donc merci de me donner l'occasion de parler à nouveau. Voilà. Donc, j'ai envie de vous demander comment est-ce que votre parti se porte, parce que justement, depuis, on ne vous écoute presque plus, et voilà. Togo Autrement, vous l'avez créé pour de beurre. Oui, c'est vrai. D'abord, il faut dire que notre parti s'appelle le Togo Autrement. C'est bien de le préciser parce que beaucoup de gens disent Togo Autrement. C'est vrai que ça fait court, mais la dénomination telle qu'elle est connue du ministère de l'administration, c'est le Togo Autrement. Alors, vous savez que ce parti était créé il y a 2 ans. Nous avons 2 ans d'âge. Et nous avons voulu
d'abord créer ce parti parce qu'on nous l'a reproché. Pourquoi vous ne vous engagez pas dans les partis qui existent? Il y en avait beaucoup déjà, 100. Pourquoi créer un nouveau? Mais nous avons besoin d'un cadre d'expression politique. Mes camarades et moi qui avons porté ce parti sur les fonds baptismaux pour marquer notre différence politique. Vous savez que sur les dernières périodes, vous m'avez présenté tantôt comme un journaliste, voilà, essayiste. Très bien, essayiste. Je critiquais beaucoup l'opposition. Je suis connu pour ça. Et certains ont même dit que... vous êtes en mission commandée. Mais justement, il faut préciser ça. Moi, ma critique a été toujours une critique dénuée de toute idée malveillante. J'ai jamais été commandé par qui que ce soit. J'étais mu et animé par l'idée du Togo, de faire en sorte que le Togo change, que le Togo connaisse une alternance. J'étais constamment mu par ça. Et c'est justement ça qui m'a amené à descendre dans l'arène politique pour créer le Togo autrement. Déjà le nom, c'était une différence, c'était parti d'un constat. Nous sommes partis de ce que au Togo, les valeurs sont en déperdition, les mentalités sont pourries, la politique est vermoulue de mauvais comportements. Il fallait changer tout ça. Et quand nous disons le Togo autrement, c'est porteur d'un idéal profond, même si aujourd'hui nous avons des difficultés à l'incarner. Dans tous les cas, nous avons 2 ans d'âge en tant que parti. Il y a des partis dans le monde qui ont plus de 100 ans. L'ANC en Afrique du Sud, les démocrates et puis les républicains, tout ça, c'est des partis qui... Donc nous avons 2 ans, c'est très peu, mais déjà on peut dire qu'est-ce que vous avez fait pendant les 2 ans. Alors, nous sommes porteurs d'un idéal, refonder la politique togolaise, refonder les valeurs, changer les mentalités, etc. Et nous sommes en train de le faire, tel qu'on n'a pas vu certains partis venir. Ah oui? Oui, on n'a pas vu certains partis venir. Et pas seulement au Togo. En France, on n'a pas vu Macron venir, etc. Donc je pense qu'on surgira aussi comme un voleur dans la nuit, comme la Bible a utilisé l'expression. Et donc je peux vous dire que nous ne crions pas sur l'étoile le travail que nous faisons, mais nous sommes en train de faire un travail. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous sommes dans la coalition. C'est un mérite. Et je peux vous dire que c'est un parti qui porte un idéal profond de changement et une ambition pour le Togo véritablement. Voilà, sur tous les plans. Au début, on a quand même remarqué que vous, pour que ce changement soit une réalité, vous avez estimé qu'il faudra aller vers les populations, leur expliquer un certain nombre de choses. Et vous étiez en tournée presque dans tous les quartiers de Lomé. Et puis après, voilà, on ne vous écoute plus. Vous étiez aussi fatigué. Il faut des moyens quand on veut faire de la politique, c'est ça? Absolument. Ça, vous avez raison. Ça, je ne peux pas vous contredire sur ce point. Alors, on était dans presque tous les quartiers de Lomé en train de faire du maillage. On a même dit que nous devions recenser un certain nombre de problèmes auxquels les populations sont confrontées pour les porter vers les pouvoirs publics. Parce que les pouvoirs publics, même si on est leur adversaire, il faut les appeler à leurs responsabilités. Bon, tout ça, je pense que le travail qui consiste à être sur le terrain, dans les quartiers, nous le continuons. Ça, nous ne le crions pas, je ne sais pas. Mais, à un moment donné, nous avons fait le constat qu'il fallait rassembler les partis pour réaliser les rapports de force afin d'aller vers les transformations politiques, ce que nous appelons les réformes. Et il doit vous souvenir que nous avons fait une conférence au cours de laquelle nous avons appelé à la constitution d'un front de refus. Bien sûr. Voilà. Donc ça a donné naissance au G6, avec d'autres, on a travaillé ensemble. Et puis ensuite, le rapprochement avec CAP 2015, avant la marche du 19 août 2017, voilà, du PNP, l'appel et puis la coalition. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la coalition en train de travailler. La coalition est une chance extraordinaire. Et je disais sur les médias, quand j'ai la chance d'y avoir accès, que nous sommes en train de reconstituer les rapports de force. Les gens me riaient au nez.
vous allez reconstituer les rapports de force face à un régime aussi enraciné, aussi fort. Mais les rapports de force ont été reconstitués à un moment donné. Bon, maintenant, qu'est-ce que nous en avons fait? Je pense que le débat... On va en parler Il est tout à l'heure. là-bas. Mais un moment, on va rester sur votre parti politique parce qu'au début, vous avez dit tout à l'heure, vous avez 2 ans d'âge. Et il y a beaucoup de choses à faire. Quand vous allez vers les populations, quand vous les interrogez, quel est le fond de leur pensée? Rejettent-ils véritablement le pouvoir de Faure Gnassingbé ou, eh bien, des gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que depuis plusieurs années, nous sommes encore au point de départ? Absolument. Nous allons énormément vers les populations. Notre parti a voulu être un parti dual, c'est-à-dire à la fois de masse et d'élite. C'est Maurice Duverger qui faisait la nuance entre les partis de masse et les partis d'élite. Nous avons voulu embrasser les deux en même temps, c'est-à-dire que ça soit un parti qui partage une proximité avec les populations, qui leur donne la parole, qui les entendent, qui connaissent leurs préoccupations et qui travaillent pour changer tout cela. Et en même temps, un parti de réflexion avec des cadres, tout ça, qui réfléchissent. Vous en avez et beaucoup, des cadres qui réfléchissent sur les vrais problèmes de la société aujourd'hui, dans presque tous les domaines? Comme les partis qui sont nés sur les dernières périodes. Vous savez que nous sommes nés sur une période où il y a une désaffection. Les partis n'ont plus le vent en poupe. C'est peut-être la société civile qui est plus regardée. Les partis ont perdu de leur prestige, de leur lustre, du fait qu'ils n'ont pas réussi à apporter les réponses aux préoccupations des populations. Non seulement au Togo, mais ailleurs aussi, les partis ont perdu de leur prestige parce qu'ils n'ont pas réussi à apporter les réponses. Donc nous sommes nés dans cet environnement de désaffection des populations et ça a rendu difficile notre travail. Les cadres aussi, la plupart du temps, vous savez, les cadres au Togo, ils veulent aller là où il y a des moyens. Vous voyez la situation des universitaires. La plupart des universitaires veulent bander avec le parti au pouvoir. Donc, nous avons quelques cadres au sein de notre parti, nous n'en avons pas beaucoup, mais des cadres de qualité avec lesquels nous essayons de réfléchir et de travailler. Des cadres qui réfléchissent uniquement que sur des sujets éminemment politiques? Ah non. Parce qu'on a le sentiment aussi, nous qui sommes dans l'opinion, que les politiques togolais ne s'intéressent qu'aux choses politiques. En d'autres termes, ils ne s'intéressent qu'au fauteuil de Faure Gnassingbé. Il y a beaucoup plus de questions économiques, sociétales, mais on les voit très peu. Ils se prononcent sur ces questions très peu. Alors, vous savez, moi, j'ai jamais compris les partis politiques, parce qu'il y en a aussi, et certains acteurs qui viennent sur les médias pour faire un catalogue de ce qu'ils entendent faire si jamais ils arrivent au pouvoir. Ce qu'on appelle peut-être un projet de société ou un programme, etc. Moi, je ne les ai jamais compris. Parce que quand je revisite l'historiographie du monde, l'histoire du monde, j'ai le sentiment que ceux qui sont mes modèles en politique, parce qu'ils ont réussi à dégager des régimes de dictature, les gens comme Lénine, les gens comme Mao, l'ayatollah Khomeini, sans regarder ce qu'ils ont fait du pouvoir quand ils sont arrivés, parce que nous sommes aussi au Togo, dans la phase de la conquête. Ouais. Et dans la phase de la conquête, ces personnalités-là ont joué des rôles qui, moi, m'ont inspiré. Ils n'ont jamais parlé de projet. Parce qu'il faut conquérir le pouvoir avant de mettre en œuvre un projet. Lorsque vous êtes dans une dictature qui confisque le pouvoir et que vous parlez de projet, vous parlez à qui ? Parce que le projet, on en parle lorsqu'il y a des élections. Et là, vous présentez vos projets, les autres partis présentent leurs projets, et les partis, à travers la comparaison entre les projets, élisent tel ou tel autre, comme ça se passe en France. Mais ce que je dis, par exemple, vous savez qu'il y a un débat en cours en France par rapport à l'aéroport, près de Nantes et consorts. Oui. Et la classe politique française, c'est un vrai débat. Et tout le monde en parle. Tous les partis donnent leur point de vue sur le sujet. Il y en a qui ne sont pas d'accord, il y en a qui sont d'accord. Il y en a qui applaudissent des deux mains, il y en a non. Mais au Togo, le gouvernement togolais, ça ne vous a pas échappé, a annulé la détaxation sur des produits TIC.
Oui. Mais aucun politique n'a fait cas. Or, c'est un vrai débat, un vrai problème. Ben, le problème que nous avons au Togo... Vous pensez qu'il faut d'abord conquérir le pouvoir et après on parlera d'autres sujets? Je donne un exemple très simple. Depuis 1990, quand nous avons commencé la lutte pour l'alternance, il y a eu 3 législatures au cours desquelles des partis de l'opposition ont participé à l'Assemblée nationale. Dites-moi, qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé quelque chose? Ça n'a rien changé. Le changement, c'est le départ du régime. Ce n'est pas le départ du régime, mais c'est la capacité du régime à prendre en compte les points de vue de l'opposition, à intégrer les points de vue de l'opposition pour améliorer la gestion du pays. Moi, je me souviens que quand Mitterrand était au pouvoir en France, il recevait les intellectuels, presque tous les intellectuels, Raymond Aron, François Sagan, etc. Il les recevait. Il discutait avec eux pour voir quel est leur point de vue, alors que cela n'était même pas des politiques, c'était simplement des intellectuels. On voulait avoir leur point de vue sur la gestion du pays, ce qu'ils pensent de la façon dont le pays est géré. N'en parlons pas des hommes politiques de l'époque qu'on recevait, tout ça. Aujourd'hui, vous êtes un homme politique, le chef de l'État ne peut pas vous recevoir. Aucun ministre ne peut vous recevoir. Si on veut vous recevoir, c'est peut-être pour vous corrompre, pour que vous soyez d'accord avec leur point de vue. Alors, nous sommes dans une telle situation, les points de vue de l'opposition ne sont jamais pris en compte. Vous dites quelque chose, on ne prend jamais ça en compte. Je donne un exemple. Le président du PRR, qui est spécialisé dans ce genre d'activité. Les programmes, ceci. Nicolas Lawson. Est-ce qu'on n'a jamais pris en compte ce qu'il dit? Jamais on n'a pris en compte ce qu'il dit. Est-ce qu'on a, le chef de l'État a l'habitude de discuter avec lui périodiquement pour intégrer sa vision, ses points de vue dans la gestion du pays? Non. Donc moi je ne me vois pas pourquoi en tant qu'acteur politique, je perdrais le temps. Quoique nous avons un projet, la santé, nous avons une conception de la santé, nous avons une conception de l'éducation, nous avons une conception de la fiscalité et tout ça. Mais quand vous vous mettez à parler de ces choses-là, je pense que vous perdez du temps et de l'énergie. Pour moi, c'est comment faire en sorte pour qu'il y ait une alternance. Parce que nous sommes dans un pays qui est confisqué par un régime. Alors, c'est pour ça que quand moi... C'est ça la particularité du Togo ou c'est d'autres général? C'est la particularité des régimes. La nature du régime fait qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le temps de réfléchir à autre chose que la conquête du pouvoir d'abord. Pour l'instant, tout à fait. Parce que nous sommes dans un régime totalitaire. Bon, moi, le totalitarisme... En même temps, est-ce qu'il faut, sincèrement, aujourd'hui, parler encore d'un régime totalitaire? Oui, mais à l'époque du général Messimbe, vous en parliez abondamment. Non. On arrêtait les gens. Ah, non. Vous ne pouvez pas être à ce micro, ni nous, pour faire cette émission. Non. Mais avec l'avènement de Faure Gnassingbé. Non, les choses ont évolué, ça vous avez reconnu par le passé. C'est pour ça que les gens parlent de dictature, je parle de totalitarisme. Parce que quand vous lisez la philosophe Hannah Arendt, qui a écrit Les origines du totalitarisme, qui explique très bien. Alors, il dit, le fascisme et le communisme, c'est le totalitarisme. Et quand vous écoutez le père du fascisme, Mussolini, Benito, il disait tout dans l'État et rien en dehors de l'État. Aujourd'hui au Togo, tout dans le régime et rien en dehors du régime. Vous ne pouvez pas trouver du travail si vous n'êtes pas du régime. Vous ne pouvez pas trouver des marchés si vous êtes un entrepreneur, si vous n'êtes pas du régime. Vous ne pouvez pas avoir des sous, auquel cas on doit savoir où est-ce que vous les avez, si vous n'êtes pas du régime. Il ne doit pas y avoir d'autres poches de richesse que le régime, la destruction des marchés de Lomé et de Kara. Donc, c'est-à-dire que c'est le régime qui prend tout. Les autres ne sont rien. C'est ça la spécificité du totalitarisme, qui est, à mon avis, plus pernicieux que la dictature simple. La dictature simple, etc. À l'époque des Yadema, on n'était pas dans un totalitarisme. Les gens pouvaient avoir des marchés. Il suffisait, même si vous êtes triché quelque part, de prendre une audience, d'aller voir Yadema pour dire, etc. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où, même si vous êtes journaliste, vous sortez un journal, si vous ne pouvez pas avoir des accointances pour périodiquement avoir des moyens, vous ne pouvez pas sortir un journal. Parce que le journal, les gens n'ont même pas le pouvoir d'achat pour l'acheter. Donc voilà la configuration dans laquelle nous sommes. Et vous me voyez en train de parler de projet de mon parti,
Alors que pour mettre en œuvre ce projet, j'ai besoin d'arriver au pouvoir. Moi, je parle de comment arriver au pouvoir. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de projet. Oui, mais pour arriver au pouvoir, Fulbert Atisso, c'est aux Togolais de décider. Quand vous ne leur parlez pas de votre projet, comment est-ce qu'ils peuvent vous accorder leur suffrage dans la réalité? Est-ce que vous pensez... que vous avez un autre moyen d'arriver au pouvoir. Non, mais est-ce que vous pensez que dans un régime totalitaire comme le nôtre, on peut arriver au pouvoir par le suffrage universel? Non, je vous pose la question. Je ne crois pas pour l'instant. Sauf si, à un moment donné, le pouvoir accepte de faire les réformes. Et justement, la coalition à laquelle le Togo autrement appartient est demanderesse de ces réformes-là. Alors, si jamais on fait ces réformes et qu'on assainit le cadre électoral, on révise le cadre électoral, je commencerai à croire que nous pouvons gagner les élections. 93, le RPT a dit qu'il a gagné les élections. 99 dit qu'il a gagné. 98, très bien. Il a dit qu'il a gagné. 2002, parce qu'on a refait des élections, il a dit qu'il a gagné. 2005, Faure Gnassingbé dit qu'il a gagné. 2010, il dit qu'il a gagné. 2015, il dit qu'il a gagné. Et 2020, il nous dit, je vais encore vous gagner. Vous croyez à ça? Que ces victoires sont sincères? Beaucoup de gens n'y croient pas. Vous n'êtes pas un adepte des élections en l'état actuel des choses. Nous sommes un parti politique. Oui. Et le parti politique ne peut occuper un espace public, un espace de pouvoir que lorsqu'il participe aux élections. Il ne peut arriver au pouvoir d'État que lorsqu'il participe aux élections. Mais dans le contexte présent, le cadre électoral n'est pas propice pour que l'opposition puisse gagner les élections. Et c'est cette bataille que nous sommes engagés de faire. Et c'est ce que nous faisons déjà au sein de notre parti. C'est pour cela que je vous dis, tout en ayant un programme, je ris au nez des acteurs qui vont sur les médias pour ne parler que de programme, parce que je leur pose la question, comment vous allez appliquer ce programme si vous n'avez pas le pouvoir? Et puis, la coalition aussi travaille pour justement arriver à la révision du cadre électoral. On va revenir tout à l'heure sur la coalition et beaucoup plus sur les manèges de ces derniers jours, et la coalition qui était à Conakry et puis à Accra, et a réussi quand même à activer le processus ou réactiver le processus de dialogue. Je rappelle qu'au début, c'est le pouvoir en place qui négociait avec l'opposition pour qu'il y ait un dialogue. Aujourd'hui, l'opposition est beaucoup plus dans la réaction finalement en demandant ce qu'on a des discussions politiques. Mais tout à l'heure, vous évoquez aussi le totalitarisme et la dictature. Et Adema était un dictateur. Aujourd'hui, vous qualifiez Faure Gnassingbé d'autoritariste. Vous préférez quel régime? Et Adema, aujourd'hui, vous allez l'applaudir de demain? Ni l'un ni l'autre. Je les rejette. Je rejette les deux. Parce que... La gestion de Faure Gnassingbé vous renvoie, vous serez en ce moment nostalgique d'Adema, il est mieux. Non, je ne suis pas nostalgique. Je fais une analyse comparative des deux régimes pour dire que l'aspect totalitariste tel que le décrit Hannah Arendt, où tout dans l'État, rien en dehors de l'État, tout dans le régime, rien en dehors du régime, on le perçoit aujourd'hui. C'est-à-dire que vous n'êtes pas d'unir, vous n'avez rien du tout. Même pour manger, c'est difficile. Il faut trouver d'autres créneaux, etc., pour pouvoir vivre. Donc voilà le totalitarisme, c'est-à-dire que le régime qui prend tout l'espace du pays, le politique, le social et l'économique. Hier, ce n'était pas le cas. Ça ne veut pas dire que le régime d'hier était mieux, mais je fais des analyses comparatives pour dire que nous sommes dans quelque chose qui est plus complexe, qui est plus difficile que ce dans quoi nous étions hier. Alors, venons à la coalition maintenant. La coalition qui était je dirais, un rassemblement conjoncturel, parce qu'il y avait une crise et les partis, vous vous êtes concertés et vous vous êtes retrouvés dans cette coalition pour mener la bataille. Aujourd'hui, on pourra dire qu'on est à la croisée des chemins. La crise togolaise dure depuis 6 mois. Et 6 mois après, Faure Gnassingbé, que vous traitez presque de tous les noms, lui-même l'a relayé lors du congrès de son parti. Moi,
homme simple traité de dictateur sanguinaire. Aujourd'hui, est-ce que la coalition se porte bien? Est-ce que tout marche bien dans la coalition? Où il y a certains qui prennent le devant, qui vous imposent leur desiderata, parce que dans l'opinion, ils ont le vent en poupe. Philbert Atisso, je vous connais sincère. Oui. Ce que j'ai envie de vous dire, puisque vous parlez de la coalition n'a jamais arrêté le travail individuel des partis. Donc en dehors de la coalition, notre parti existe. J'ai travaillé pour que une union politique émerge au sein de l'opposition. Oui. Parce que je crois dans l'union comme... Vous avez même réclamé les états généraux de l'opposition à l'époque. À l'époque. Alors, donc, c'était le prélude à la constitution de cette union. Et cette union est une demande aussi des populations. Parce que les populations pensent que dans l'union, nous sommes forts. Évidemment, dans l'union, nous sommes forts. Je l'ai constaté. Mais je n'ai jamais fait l'expérience d'une union, personnellement. C'est la première expérience et elle est formidable. Je disais tantôt que cette union, cette coalition est une chance. Et moi, je crois à la chance en politique. Vous savez, la chance, c'est ce quelque chose que vous n'expliquez pas, qui vient pousser le travail que vous faites vers le haut. Il faut travailler et le travail seul ne suffit pas. Quelque chose doit venir pousser le travail. Et ce quelque chose-là, il ne vient pas tout seul. C'est-à-dire que si vous ne travaillez pas, la chance ne viendra pas, ou même si la chance vient, ne sera pas suffisante. Si la chance vient tout seul sans le travail, etc. Donc, c'est ça qui fait pousser. À ce niveau-là, je suis partisan de Napoléon Bonaparte, qui croyait aussi à la chance. Et ce dirigeant, cet empereur français, et chaque fois qu'il voulait nommer un ministre, il demande qu'on lui amène quelqu'un. Et quand on lui amène la personne, il le regarde dans la figure et il dit, est-ce que celui-là, il a de la chance? Il croyait à la chance. Parce qu'avant le 18 Brumaire, le coup d'État qu'il a porté au pouvoir, il n'était rien. Donc, c'est normal qu'il croie à la chance. Donc, je crois que la coalition est une chance. Mais l'union, si elle confère la force, elle peut être source d'inefficacité. Parce que... C'est ce qu'on assiste aujourd'hui dans la coalition. Bon, je parle de source d'inefficacité parce que quand vous êtes nombreux, prendre la décision est difficile. Hein. Parce que là, il y a des différences, il y a des conceptions différentes de la conquête, les méthodes, les stratégies aussi, tout ça. Donc pour s'accorder sur tout ça, c'est extrêmement difficile. C'est comme par exemple, vous avez dit tantôt que vous me connaissez sincère. Moi, nous sommes les nouveaux partis qui ont été créés sur les dernières périodes. Et normalement, notre rôle est de changer les choses. Ce qui se faisait depuis plusieurs années avant nous avons le devoir de le changer. Et sauf que dans la coalition, vous laissez encore la main à la vieille garde. C'est pas exactement ça, parce que nous aussi, nous nous prononçons au sein de la coalition. J'allais justement donner cet exemple-là. Par exemple, le 6, nous avons commencé nos manifestations. Oui. Et le 6 septembre, oui. Donc le 7, nous sommes restés à Décon. Je suis l'un des rares acteurs qui ont dit qu'il faut rester à Décon. J'assume ça, parce que même si je suis un de ceux, il y a 2 ou 3, je suis un de ces 2 ou 3 qui ont dit nous ne pouvons pas avoir cette mobilisation et la dilapider. Parce que j'ai jamais vu cette mobilisation. Vous espériez quoi quand vous vous proposez de rester à Décon? Ben, écoutez, le transformer à une place Tahrir? Vous savez, je disais tantôt que la mobilisation que nous avons connue dès le départ, moi, j'ai jamais vu ça. J'observe depuis 90, j'ai jamais vu. Quand vous êtes à Décon et que vous regardez vers la colombe de la paix,
c'est compact de Décon jusqu'à la Colombe de la Paix. Il n'y a pas d'espace, un petit espace pour marcher. Alors, comment avoir tout ça et le dilapider? Les gens n'en ont pas eu autant. On est d'accord. Alors, donc, le 7, j'ai dit, on reste à Décon. Et donc, on était resté là. Bon, peut-être que c'était pas assez organisé, c'était un peu improvisé. Il fallait penser à d'autres choses. Et le soir, autour de 20h, j'étais sorti du cocon dans lequel nous, les leaders, nous étions enfermés. Et j'ai constaté que nos rangs s'étaient complètement clairsemés. Les gens étaient partis, soit pour manger, soit pour se laver. Je vais à la maison, je reviens. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ils vont nous disperser. Et à 21h45, avant 22h, ou bien ils ont attendu 22h, parce qu'après 22h, normalement, il doit plus y avoir tout dans la rue. Donc, ils sont venus disperser. Alors, normalement, si on avait une foule aussi compacte que dès le départ, ça n'aurait pas été possible. Évident. Voilà, ça n'aurait pas été évident. Donc, on n'a pas tout prévu. Donc, je donne cet exemple pour que vous compreniez que à 14, quand même, la décision est difficile. Parce que je vous ai entendu ici à plusieurs reprises dire comment on peut avoir tout ça comme mobilisation et la dilapider. Oui, bien sûr. Beaucoup de confrères l'ont dit. Oui. Je veux vous dire simplement que c'est un peu compliqué. Moi, les gens m'ont posé la question. Les gens sont venus chez moi à la maison. On m'a même posé la question sur une radio où j'ai participé à une émission interactive. Vous avez toujours critiqué l'opposition en disant qu'elle n'avait pas de stratégie quand vous étiez à l'extérieur. Maintenant que vous y êtes, on ne voit rien. Je dis, mais j'y suis, mais je ne suis pas seul. Je ne décide pas tout seul. Mon option ne passe pas tout seul. Il y a d'autres options. Voilà, c'est la réalité de l'union. C'est-à-dire que vous avez la force, mais si vous ne savez pas faire, vous la dilapidez. Parce que la capacité à faire converger les options pour définir une option unique efficace, vous ne pouvez pas l'avoir. Donc je pense qu'on a eu on a eu un peu ce problème-là. Voilà. On a eu un peu ce problème. Évidemment, l'option du dialogue, c'est l'option qui est retenue. Nous sommes... Au début, vous réfutiez les dialogues au niveau de la coalition. Nous avons reçu même sur ce plateau, à cette place était assis Tikpi Achadam, qui refusait systématiquement le dialogue. Si dialogue devrait y avoir, c'est de discuter du départ de Faure-Gnassingbé. Jean-Pierre Fabre l'a répété à Décon. Vous-même, vous disiez que Faure-Gnassingbé doit partir ici et maintenant. En le disant, vous saviez pertinemment, Philbert Artiste, que ce n'était pas possible. Non, moi je ne savais pas que ce n'était pas possible. Mais politiquement c'est vendable, c'est ce que vous voulez faire croire au peuple. Mais non, moi j'y croyais. Avec oui, mais bien sûr. Vous pouvez écouter ça, le pouvoir parce que vous êtes dans la rue. Avec plus de 500 000 personnes dans la rue, moi vous me laissez dessiner les options pour vous, je vous dégage. Vous pouvez avoir l'armée la plus puissante, j'ai ça dans la rue, je vous dégage. Si c'est moi qui décide tout seul. Je vous le dis franchement. Vous pouvez avoir l'armée la plus puissante. Si moi j'ai ce nombre-là dans la rue, je vais vous dégager. Vous pouvez tout faire. Mais ceux qui sont avec vous au niveau de la coalition, oui, c'est pour ça que Faure-Gnassingbé quitte. Oui, mais parce que vous n'arrivez pas à imposer votre point de vue. Non, je ne peux pas. Stratégie. Je ne peux pas imposer mon point de vue. Je ne suis pas le seul. D'ailleurs, vous savez que... Votre finalité, c'est que Faure-Gnassingbé quitte au pouvoir. Ben oui, vous savez... Donc, en principe, il doit avoir... Attendez, vous savez que là aussi... ce que j'ai envie de dire, c'est que vous savez que nous sommes en politique. En politique, il y a aussi le jeu des rapports de force. Même au niveau de l'opposition, et de l'opposition face au pouvoir, c'est partout qu'il y a le jeu des rapports de force. Bon, donc moi, le Togo autrement est un nouveau parti. Et quand on veut faire les marches, nous ne fournissons pas le gros du contingent pour faire les marches. C'est votre faiblesse. Bon, je ne parle pas de ma faiblesse, mais je vous décris un peu. Vous avez dit tantôt que je suis quelqu'un de franc qui dit les choses. Bien sûr. Évidemment, j'ai envie de dire certaines choses, mais tout en disant que
je me retrouve dans la coalition, je suis dans la coalition est une chance, mais j'ai envie de vous dire qu'il y a quelques faiblesses. Il y a eu quelques faiblesses qui ont conduit au fait que aujourd'hui, la mobilisation a quelque faibli. On ne peut pas l'occulter. On est d'accord. La mobilisation a quelque peu faibli. Et au départ, vous avez dit, on n'était pas très preneurs, enfin certains n'étaient pas très preneurs du dialogue, mais certains croyaient dans le dialogue dès le départ. Je ne sais pas si vous avez interviewé tout le monde. Oui, le cas est dans la logique du dialogue. Le cas est dans la logique du dialogue. Il y a d'autres partis aussi. Peut-être que la position d'Achadam a évolué. Moi-même, ma position, même si en tant que parti, je suis ouvert au dialogue, je n'y crois pas beaucoup avec le régime RPT uni. Je l'ai dit tout le temps. Ce n'est pas aujourd'hui que je le changerai. Mais je ne suis pas seul. C'est pour ça que j'adhère entièrement à l'option choisie par la coalition, mais tout en affirmant ma singularité que je n'y crois pas dans le dialogue avec le Parti uni. Alors, il y a un autre élément, il y a des critiques, il y a beaucoup de choses qui se disent quand même dans l'opinion. Permettez que nous soignions le simple porte-flambeau, relayeur de ces rumeurs. Il semble que cette histoire de mallette, je ne sais pas, en France on parlera de djembé, il semble que ça circule dans la coalition et que même simple réunion dans un groupe restreint est dehors et se retrouve au niveau du parti au pouvoir. Je n'ai pas bien compris la question. C'est-à-dire que des mallettes circulent au niveau de la coalition. Qu'on remettrait des sous à des gens? Bien sûr. J'ai jamais été informé de ça. J'ai jamais été informé de ce que vous dites. Ce sont des accusations extrêmement graves. Oui, je reconnais. C'est des accusations extrêmement graves. C'est dans l'opinion. Est-ce que vous avez des informations précises à donner à cet effet? Moi, je ne sais pas si vous avez des informations précises à donner, mais au sein de la coalition, je peux vous dire que jusqu'à présent, nous ne nous sommes jamais criés dessus. En tout cas, toutes les réunions de présidents auxquelles moi j'ai participé, je n'ai jamais vu un seul de la coalition élever la voix sur l'autre. Nous ne nous sommes jamais querellés. Alors que dans les groupes, dans les regroupements, les gens parfois même se tapent dessus. Dans les assemblées les plus respectables, on a vu ça. Nous ne nous sommes jamais querellés. Donc il n'y a aucun problème au sein de la coalition. Je peux vous l'assurer. Si c'est autre chose, je vous le dirai. Bon, maintenant que des mallettes circulent, qu'on donne des sous à des gens, etc., je n'en ai pas connaissance. Mais je sais que nous sommes plusieurs. Je sais que nous sommes. 6 mois que vous êtes dans la rue. Oui. Comment parvenez-vous à financer ces mobilisations? Voilà. D'abord, j'ai envie de vous dire que je sais que nous sommes plusieurs partis politiques. Et les partis, il y a des partis qui existent depuis longtemps et qui ont des facilités à discuter avec le pouvoir. Bien sûr. Moi, j'ai jamais discuté avec quelqu'un du pouvoir. Je connais personne avec qui je peux discuter. Je te jure, si quelqu'un du pouvoir me connaît, avec qui j'ai déjà discuté, qu'il le dise, on ne s'est jamais même appelé pour dire bonjour à quelqu'un. Je ne connais pas. Je ne veux pas dire que c'est une bonne chose. Donc je veux vous dire que moi, je suis en dehors de tout ce que vous dites. Je ne connais pas. Je n'ai jamais été approché par quelqu'un pour me dire quelque chose. Bon, maintenant, comment nous finançons nos activités? Vous ne pouvez pas imaginer comment nous souffrons pour financer nos activités. Nous cotisons de l'argent pour financer nos activités. Toutes les fois que nous devons faire des marches, nous cotisons de l'argent. C'est insupportable. Mais comment voulez-vous? Vous devez être ruiné, 6 mois. Complètement. Complètement. Nous n'arrivons même plus. Mais ça doit continuer. Et c'est là où je suis aussi un peu déçu par rapport à la diaspora. Moi, je ne peux pas comprendre qu'il y ait ce grand mouvement dans la rue, que la diaspora ne nous permette pas d'aller de l'avant. Vous estimez qu'elle ne contribue pas sérieusement pas de façon substantielle. Pas de façon substantielle. Ça bouillonne quand même dans la diaspora. On voit sur les réseaux sociaux des initiatives à travers le monde. Bien sûr, mais je peux vous dire que chaque fois que nous voulons marcher en semaine,
C'est des millions que nous déboursons. Et ce sont les partis qui se cotisent cet argent. Nous cotisons ces sous-là. Si quelque chose doit venir de la diaspora des États-Unis, de l'Europe ou d'un pays africain, ça n'est pas substantiel. Normalement, dans certains pays, la diaspora juive a financé la création de l'État d'Israël en 1948. La diaspora Tutsi a financé la rébellion de Kagame. Oui. Ils ont acheté des armes, ils ont tout, etc. C'est la diaspora qui a financé tout ça, la diaspora Tutsi. Moi, je ne peux pas comprendre. Peut-être qu'il y a eu des expériences décevantes dans le passé avec certains partis, etc. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que nous voulons continuer les manifestations. Nous avons besoin d'argent, mais la diaspora ne bouge pas tel que moi je l'avais imaginé. Mais en même temps, de la vie de certains de nos concitoyens, c'est la première fois qu'on voit la diaspora autant mobilisée aux côtés de l'opposition, que ce soit matériellement ou, je sais pas, engagement sur le terrain. C'est la première fois. Justement, il faut dire que ce mouvement qui a été enclenché à partir du 6-7 septembre, c'est un mouvement inédit. Ça, je suis entièrement d'accord. Parce que c'est la première fois qu'on a pu observer que au sein de toute la diaspora, les gens ont été mobilisés. Les gens ont manifesté dans presque tous les pays où résident des Togolais. Donc c'est inouï, c'est inédit. On est d'accord. Mais maintenant, le foyer même de la contestation qui est à l'intérieur du Togo, il doit être nourri de moyens. Mais ces moyens-là, moi, je ne les vois pas venir, à moins que je n'ai pas tous les éléments d'appréciation, je n'ai pas toutes les informations. Peut-être que les partis de façon individuelle ont des moyens de la diaspora, encore que moi, mon parti n'a jamais rien obtenu d'une quelconque diaspora. J'ai été invité à Abidjan. Parfois, c'est moi-même qui ai dépensé de l'argent de ma poche pour acheter quand je sors. Moi, je ne vois pas les sous de la diaspora pour alimenter la contestation à l'intérieur. Ça a été un peu pour moi une déception, mais en même temps, je voudrais exhorter la diaspora à se mobiliser. Si elle veut que les choses changent à l'extérieur, parce qu'on l'écoute, elle manifeste partout, etc. Mais la contestation, le foyer est sur le terrain. Comment alimenter le foyer ? Il faut des moyens, il faut que nous ayons des moyens pour le faire. Très bien. Alors maintenant, on va aborder la vraie question aujourd'hui qui se pose, parce que ça fait 6 mois quand même que vous alimentez la contestation, vous mobilisez les populations et elles répondent à vos côtés. Et depuis, on a le sentiment que la crise s'enlise, parce que c'est la première fois que pendant 6 mois, un régime qui est contesté de cette façon-là arrive à tenir et à maintenir la dynamique, et le régime de Faure Gnassingbé semble avoir repris même la main. Quand on interroge certains de nos concitoyens, c'est ce qu'on nous dit, et vous avez reconnu tout à l'heure que la contestation a faibli un petit peu, contrairement au début. Alors, la question des discussions politiques, ça revient sur le tapis, et cette semaine, on a vu vos camarades à Conakry et à Accra. C'était pour quémander le dialogue. Vous la voulez, cette discussion aujourd'hui, corps et âme, c'est ça? Je pense que les discussions sont perçues par beaucoup de gens comme un passage obligé. Moi-même, je le reconnais. Vous savez, même lorsque vous faites la guerre... Qu'est-ce qui vous y oblige aujourd'hui? Que vous soyez à reconnaître que, écoutez, on a fait tout ça, mais le passage obligé aujourd'hui, c'est de discuter avec Faure Gnassingbé. Oui, mais est-ce qu'on ne l'avait pas reconnu déjà? Dès le départ, vous avez dit tantôt qu'il y a certains qui n'y croyaient pas, mais qui n'étaient pas contre. Vous avez cité tout à l'heure Atchadam. Oui. Moi-même qui suis devant vous, je n'y crois pas. Mais je ne suis pas fermé au dialogue. C'est un peu cette nuance qu'il faut comprendre. Elle est difficile, mais parce que je reconnais que même si vous faites des querelles, vous faites la guerre, à un moment donné, vous devez parler. Donc,
je ne suis pas contre le fait de parler, mais je ne crois pas que ceux avec qui nous parlons ont changé et sont sincères. Ça, on doit me le concéder, c'est ma position, moi je ne crois pas. Bon, maintenant, vous dites, le pouvoir a d'abord demandé le dialogue. Oui. Le 6 novembre, dans un communiqué, oui. Parce qu'il avait peur, la mobilisation était très dense. Déjà avant la marche du 6, le 5 septembre 2017, le pouvoir a introduit un projet de loi à l'Assemblée nationale. Bon, la coalition avait le vent en poupe à l'époque, etc. On était d'accord. Bon. Et justement, pourquoi la mobilisation a aussi faibli? C'est parce que les populations togolaises que nous rencontrons sur le terrain ne croient pas non plus au dialogue. Les populations ne croient pas. Il y a aujourd'hui deux choses dans lesquelles... Vous refusez l'option-là? Bien sûr. Mais bien sûr, quand vous discutez avec les gens disent combien de dialogues nous n'avons pas fait dans ce pays. Votre dialogue ne donnera rien. Nous ne pouvons pas mobiliser tout ce monde-là dans la rue pour finir dans un dialogue qui ne donnera rien. Moi, les gens sont venus me le dire. Oui, bien sûr, les gens sont venus me le dire. Je leur ai dit, je vous comprends, je suis entièrement d'accord avec vous, mais nous sommes des politiques, nous avons d'autres obligations. Il y a la communauté internationale qui nous demande de faire quelque chose. Nous ne pouvons pas aller contre. Il y a beaucoup de paramètres qui font que nous ne pouvons pas refuser cette option-là. Mais cette option-là ne doit pas occulter ou annihiler la mobilisation qui se trouve dans la rue et qui doit être densifiée. Bon, maintenant, la mobilisation affaiblit et on a l'impression que c'est la coalition qui demande le dialogue. Mais le voyage que les collègues ont fait à Conakry et à Accra, nous avons été invités. Ce n'est pas nous qui avons demandé. C'est le professeur Alpha Condé qui vous a invité. Qui nous a invités. C'est Nana Akufo-Addo qui nous a invités. Tout en sachant que ces choses-là, ça ne se fait pas sans le consentement du pouvoir du Togo. Ça, c'est clair. C'est clair que le professeur Alpha Condé ne peut pas se lever pour appeler les opposants du Togo sans que le régime ait été averti, sans que le régime ait collaboré pour savoir exactement le contenu de la discussion. Mais ce qui est sûr, c'est que même s'il est vrai que nous sommes pour le dialogue, nous sommes ouverts au dialogue, nous continuons la mobilisation dans la rue. Et la mobilisation va continuer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains partis comme les nôtres pensent à retourner sur le terrain pour travailler encore à expliquer aux gens que seule la mobilisation peut infléchir les positions du régime. Nous devons revenir dans la mobilisation. Il y a nécessité à densifier la mobilisation. Parce que s'il n'y avait jamais cette mobilisation, le pouvoir n'appellerait jamais au dialogue. On avait déjà... Alors, ça va se passer comment? C'est-à-dire qu'au moment où vous discutez avec le régime de Faure-Gnassingbé, vous continueriez à battre le pavé? Ah, absolument. Non, mais comment ça? Absolument. C'est quand vous mettez les si armes si jamais on prend la décision au sein de la coalition d'arrêter les marches pendant que nous sommes en train de discuter, le Togo autrement va appeler aux gens à manifester. Mais nous ne respecterons pas cette position. Et je crois... Philbert Atis, ça devient compliqué à gérer. C'est-à-dire que vous êtes autour de la table de négociation avec le régime. Oui. Mais permettez au régime de discuter avec vous. Mais quand en ce moment vous êtes encore dans la rue, vous appelez vos manifestants, c'est comme vous ne voulez pas discuter à la fin. Oui, mais écoutez... Ou bien ça bloque. Vous appelez à la rue? Non. Pendant qu'on sera en train de discuter, je ne sais pas... De toute façon, les discussions, elles doivent prendre quoi? Au maximum 3 jours, selon les dates qui ont été fixées ou annoncées. Oui. Mardi, mercredi, jeudi. Voilà, 23, 26. Oui. Donc, 3 jours maximum. Bon, donc nous, si nous avons à manifester, c'est peut-être le samedi que nous avons manifesté sur les dernières périodes. Donc, il y a eu le samedi dernier, tout ça. Donc, nous allons continuer à manifester normalement sans nous dire que parce qu'il y a des négociations qui sont en cours, nous devons arrêter la manifestation. Moi, je suis foncièrement contre cette idée-là. Et cette idée-là a été débattue au sein de la coalition. Tout le monde a été contre, en disant
Dialogue, oui, mais que la rue continue à bouillonner. C'est ça qui a été décidé au sein de la Au niveau de coalition. la coalition. Absolument. Alors, est-ce que vous croirez finalement à la sincérité du pouvoir en allant à ce dialogue? Non. Ça devait être le dernier, ou vous estimez qu'il va falloir peut-être... Quel dernier? Le dialogue de la dernière chance. On l'a toujours annoncé. C'est du pipeau, tout ça. Vous savez, moi, ce que je ne comprends pas, et c'est pour ça que quand je réfléchis autour du dialogue, je me dis qu'il y a quelque chose qui va bloquer. Ce qui va bloquer... Vous avez un pressentiment? Oui. Ce qui va bloquer, c'est le fait que la coalition ne peut jamais revenir dans la population et lui dire « Nous acceptons que M. Faure Gnassingbé se représente en 2020 ». Vous ne pouvez jamais apporter ça comme compromis. Ça veut dire que vous allez aux discussions en ayant à l'esprit que vous allez en repartir sans compromis. Non, c'est-à-dire que je donne mon point de vue en disant là où ça peut peut-être achoper, je ne sais pas. Parce que nous allons faire, c'est clair, vous avez des positions dès le départ, Oui. qu'on se retrouve à la Constitution de 92, Au niveau de la diaspora. au niveau de la diaspora, etc. Donc, Donc, cadre électoral également. tout à fait, dévoluer à des institutions. Voilà en gros les revendications. Vous les portez sur la table. Mais il y a des concessions que vous faites. Sinon, vous n'irez pas au dialogue. Ou vous n'allez pas au dialogue. Mais, la seule chose sur laquelle nous allons achoper, c'est 2020. Parce que Faure Gnassingbé, partout où il est passé, il a juré que 2020, il doit absolument être candidat. Partout où on l'a appelé, il a dit il n'en est pas question. Les émissaires, l'Élysée a envoyé des émissaires pour le rencontrer. Il a dit niet, il sera candidat. Alors autant vous battre pour... Et finalement, on nous a suggéré pourquoi vous ne laissez pas vous améliorer le cadre électoral et que vous... C'est la meilleure solution, non? Vous Fulbert Atisson. Moi, non. À mon avis, s'il est candidat, ils vont voler les élections. Ils ont tellement de moyens. Les moyens sont tellement inégaux que nous ne pouvons pas y arriver. Alors, moi, je pense que sur cet aspect-là, nous ne pouvons... Est-ce que vous nous voyez revenir dans la population après avoir fait tout ça pour dire, eh bien, M. Faure Gnassingbé, nous allons lui permettre d'être candidat en 2020 et nous allons nous organiser pour le battre. Vous nous voyez... Vous êtes des leaders et vous êtes à même d'expliquer ça aux populations qui vous suivent. Soit c'est vous qui les suivez ou c'est elles qui vous suivent. Oui, mais les populations vous suivent. Elles ne sont pas bêtes. Elles ne sont pas des imbéciles. Elles réfléchissent. Elles suivent la situation politique jusqu'à présent. Les populations disent 50 ans. D'abord, il y a un an qui s'est ajouté. Ça devient 51 ans. Entre le père et le fils, c'en est assez. Il faut que ça finisse. Moi, j'ai aussi le sentiment que le régime n'a pas compris ça. Le régime a toujours pensé que il a affaire à une opposition qui est composée de gens. M. Jean-Pierre Fabre, Tikpi Achadam, etc. Mais le problème que nous posons, c'est un problème permanent. Ça n'est pas un problème générationnel. Ça veut dire que si nous ne réussissons pas, c'est simplement remettre une échéance à plus tard. D'autres vont reposer le même problème. Demain. Bien sûr. Très bien. Nous allons marquer une pause publicitaire. On se retrouve dans 2 minutes pour la seconde partie de Taxi Presse. Je rappelle que notre invité ce matin, c'est Fulbert Sassou Atisso, journaliste politique, essayiste et président du parti politique Le Togo Autrement, membre de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition. Deuxième partie de Taxi Presse, notre invité, Fulbert Sassou Atisso, journaliste politique, essayiste et aujourd'hui président du parti politique Le Togo Autrement, membre de la coalition des 14 partis politiques, dans la phase de conquête du pouvoir, face donc à Faure Gnassingbé. On évoquait avant la pause publicitaire, Fulbert, la question liée donc aux discussions politiques. Vous n'êtes pas friand de discussions politiques aujourd'hui, surtout avec le régime
de Fort Gnassingbé. Mais quand on écoute les populations, elles disent, bon, d'accord, ça fait quand même plusieurs semaines, plusieurs mois que ça dure, allez discuter, et puis après on verra. Parce qu'entre-temps, le pouvoir brandit la question référendaire. Oui. Déjà, quand le 6 novembre 2017, le pouvoir a fait un communiqué dans lequel il a appelé au dialogue, moi j'étais étonné. Et je savais exactement que c'est le basculement des rapports de force qui ont produit cela. Parce qu'en réalité, ce régime-là, il n'attend qu'un seul langage. C'est celui des rapports de force. Donc, ce sont les rapports de force qui l'ont amené à parler de dialogue. Lui-même ne croyait pas au dialogue. Le régime ne veut pas dialoguer. Il avait, disons, une option, c'est le référendum. Conduire les populations au référendum. Parce que pour Fort Gnassingbé, comme je le disais tantôt, il est hors de question qu'il ne se représente pas en 2020. Il va se représenter en 2020, 2025. Il ne partira jamais si vous ne faites rien. Partira jamais si vous ne faites rien. C'est comme il ne partira jamais, je vous le dis. Ces gens-là, moi j'ai écrit le Togo sous la dynastie des Gnassingbé, j'ai analysé tout ça, il partira jamais. En fait, c'est des gens qui se disent, tant qu'en face, on n'a pas quelque chose de consistant pour nous opposer un rapport de force conséquent, on reste là. Ils restent là parce que, bon, ils ont peur aussi des lendemains, ils ne savent pas quoi faire d'autre, quelle autre activité, tout ça, ils n'ont jamais travaillé dans autre chose. Et Fort Gnassingbé, en tout cas, moi je ne sais pas, je ne connais pas bien. Ils traînent des casseroles, il y a les problèmes de 2005, il y a les incendies des marchés, il y a beaucoup de choses, tout ça. Ils seront peut-être amenés à répondre. Dire à certains de nos compatriotes qu'il faut rassurer aujourd'hui ceux qui sont au pouvoir. Si vous voulez vraiment de l'alternance au sommet de l'État, si vous estimez que ils trimballent des casseroles, pour certains toute une cuisine. Vous savez, j'ai parlé de la nécessité de rassurer et de donner des garanties. Bien sûr. Dans un livre que j'ai sorti depuis 2001, qui s'appelle La problématique de l'alternance politique. Absolument, quand vous savez. Si, très bien. Voilà, problématique où j'ai parlé des garanties à leur donner. Ça n'a jamais marché jusqu'à présent. Le régime n'a jamais évoqué la question des garanties. Il n'a jamais évoqué. Parce qu'il n'est pas vraiment acculé. Il n'y a pas une pression telle que ce problème, le régime soit amené à le poser en disant, bon mais voilà, nous savons que nous sommes au bout du rouleau, nous sommes comprimés, on va devoir partir, mais l'une de nos exigences, c'est que, assurez-nous les lendemains, assurez-nous, donnez-nous des garanties, etc. Un petit peu comme ça s'est passé en Afrique du Sud, oui, avec Mandela. Oui, mais aujourd'hui, les Blancs ont demandé des garanties parce qu'ils étaient convaincus que l'apartheid c'était fini, le système était ruiné. Mais ici, le système n'est pas encore ruiné. Le système est encore ardent. La pression populaire n'est pas encore suffisante. Le travail de contestation n'est pas à son degré maximum pour que les gens puissent se dire que, eh bien, nous sommes sur le départ et que nous devons demander des garanties. Oui, mais il y a une partie des Togolais qui disent comment voulez-vous que la contestation soit au maximum si vous, au niveau de la coalition, le gouvernement de Fort Gnassingbé vous trace un canevas, vous restez là-dedans, vous ne sortez pas, vous êtes tout gentil, et puis le soir, c'est le ministre de la Sécurité qui vient à la télévision, qui vous félicite de vous être bien comporté, vous êtes des garçons gentils. Comment voudriez-vous que la contestation soit maximum? Oui, je pense qu'à ce niveau-là aussi, il faut que nous travaillions sur cet aspect-là. Moi, je me souviens qu'il y a 4 samedis, nous avons abouti à la plage, comme d'habitude, ce que beaucoup de gens contestent, parce que la place est perçue comme étant un symbole de l'échec des marches. Parce que beaucoup de marches dans le passé ont abouti à la plage qui, bon, ma foi, n'ont pas donné les résultats attendus.
Bon, donc dans la tête des gens, dans la conscience populaire, c'est pas ce lieu-là qu'il faut faire aboutir une marche qui veut avoir des résultats. On est d'accord? Bon, donc les populations nous ont demandé, vous nous conduisez tout le temps à la plage, mais nous ne voulons pas. Conduisez-nous ailleurs. Certains ont même dit, nous voulons aller à la présidence. Et c'est moi qui ai répondu, en disant, ce n'est pas nous qui vous dirons d'aller là où vous voulez. C'est vous, en tant que peuple, qui allez là où vous voulez. N'attendez pas des ordres. En Tunisie, personne n'a donné des ordres. En Égypte, personne n'a donné des ordres. Au Burkina Faso, personne n'a donné un itinéraire là où les populations doivent aller. Mais eux tous sont revenus à la situation hantée. Ce pays que vous citez, Tunisie, la contestation elle est encore dans la rue. En Égypte, ce n'est pas totalement terminé. Oui, Au Burkina Faso, on a vite fait déchanter. Oui, je suis entièrement d'accord. Mais ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, il y a des dictateurs qu'on a voulu enlever pour ouvrir le débat. Le débat, il est permanent. Le conflit nourrit les communautés. On dit même que la violence fait l'histoire. Tout en étant contre la violence, en ne faisant pas l'éloge de la violence, c'est dans les livres d'histoire qu'on nous dit qu'il n'y a pas de communauté qui se soit organisée pour vivre si elle n'est pas passée par la violence. La violence fait l'histoire. Comment ça s'appelle? Les conflits nourrissent les communautés. On est d'accord. Donc, même si en Tunisie, au Maroc, en Égypte et même au Burkina Faso, ils en sont encore à des conflits à discuter, mais une chose est certaine, c'est qu'à un moment donné, il y avait des dictateurs qui bloquaient la société, qui empêchaient l'expression des génies. Il fallait les déboulonner, on l'a fait. Bon, c'est aussi le cas aujourd'hui au Togo. C'est pour ça que je vous disais tantôt que j'ai dit aux populations, vous êtes les populations. Allez, prenez vos responsabilités, n'attendez pas. Est-ce que c'est pas un risque, Fulbert Atisso, lequel de demander aux populations de prendre leurs responsabilités? Vous êtes des leaders politiques. Demandez aux populations de prendre leurs responsabilités. Ça voudra dire que vous constatez votre propre échec. Non, ce n'est pas... Ça fait 25 ans, 26 ans, 27 ans que des gens sont dans la même dynamique. Oui. Un matin, ces mêmes personnes demandent aux populations de prendre leurs responsabilités. Ça veut dire que l'échec est patent. Vous me parliez tout à l'heure de la Tunisie, de l'Égypte et du Burkina Faso. On en parlait tout à l'heure. Alors, nous en étions à ces exemples-là. Et je vous dis, dans ces pays-là, comment ils ont pu avoir la libération ou la liberté? Ce n'est pas un leader qui a donné des ordres, ce n'est pas une coalition qui a dit ce qu'il fallait faire. Généralement, les pays qui se sont libérés, les gens à un moment donné ont mis de côté les forces politiques et les leaders politiques en disant, eh bien, allons-y. Oui, mais parce qu'ils ont fait le constat que les forces politiques ne peuvent plus rien à leurs problèmes. Et donc, leur échec, on prend en compte les choses maintenant. Non, je veux dire que c'est pas l'échec. D'accord. Ce mot, vous l'avez pas. Non, je ne peux pas composer avec ce mot. Je vous le laisse l'utiliser. Mais il n'y a pas d'échec de la classe politique de l'opposition. Mais il n'y a que la classe politique de l'opposition est composée d'acteurs qui sont des chefs de partis politiques. Et en tant que chefs de partis politiques, nous avons des devoirs. La loi nous impose des choses. C'est pour ça que quand je répondais à la plage, à la personne qui a demandé « nous voulons aller à la présidence », j'ai dit « je ne peux pas prendre la responsabilité en tant que chef de parti de vous dire d'aller à la présidence si jamais il y avait des choses, si jamais il y avait un carnage, si jamais... Bon, voilà. Et puis, les autres leaders aussi de la coalition, ou en tout cas la coalition, ne prendra pas cette responsabilité. Mais à un moment donné... Si secrètement vous le voulez. Non, on n'a jamais dit ça non plus. Mais secrètement. La coalition, à un moment donné, bon, voilà où des leaders, à un moment donné, peuvent dire, bon, écoutez, si vous êtes le peuple et que vous pensez que vous avez des exigences qui ne sont pas satisfaites par les responsables politiques, eh bien, vous constituez une force. Prenez vos responsabilités en tant que force. Donc, voilà ce que nous disons, par exemple. Et ça... bon, ça ne veut pas dire que la coalition est débordée. La coalition fait du beau travail. Nous avons
Nous avons travaillé. Et là aussi, je ne suis pas d'accord quand vous dites que tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, aucun résultat. J'ai entendu des gens dire ça aussi. Oui. Alors pourquoi vous pouvez dire ça? Et tout à l'heure, vous aussi, vous l'avez insinué. Non, je n'ai... Puisque votre objectif final, c'est de faire partie du régime. Il est toujours là. Non, on n'a jamais dit que notre objectif final... Oui, vous voulez conquérir ce pouvoir. Ben oui, nous voulons conquérir le pouvoir. Le pouvoir est toujours là. Nous voulons conquérir le pouvoir. pouvoir. Oui, le pouvoir est toujours dans la main de Faure Gnassingbé, mais nous avons quand même amené le pouvoir à octroyer des choses, à prendre du recul par rapport à des espaces qu'il avait pris dans le passé. C'est comme par exemple, moi je me souviens que ça fait très longtemps que depuis 2006, l'accord politique global n'est pas respecté et on demandait à ce pouvoir d'ouvrir un dialogue. Il n'a jamais voulu ouvrir un dialogue. Aujourd'hui, si au moins le pouvoir est prompt à parler de dialogue, c'est qu'il y a un travail qui l'a obligé à faire ça. On est d'accord? Si le 5 septembre, on a envoyé un projet de loi à l'Assemblée nationale alors que dans le passé, on ne voulait pas, c'est quand même un travail qui a obligé à cela. Si aujourd'hui, il y a une crise que nous avons créée à partir des rapports de force, c'est qu'il y a un travail que nous avons fait à partir de cela. Oui, en même temps, vous avez fait un travail depuis le 19 août ensemble. Mais le sentiment en général aussi, c'est que vous vous êtes engagé. Aujourd'hui, il y a un résultat, une forte mobilisation populaire, mais vous ne savez plus finalement quoi en faire. Non. D'abord, ce que j'ai envie de dire, c'est que la politique est une guerre sans effusion de sang. C'est ce qu'on dit. Oui, bien sûr. C'est une guerre sans effusion de sang. Alors, dans la guerre, lorsque vous n'avez pas encore la victoire finale et que vous prenez de l'espace, vous avancez, ce sont des victoires d'étape. Et ça, vous l'avez connu? Ben oui, on a connu des victoires d'étape. C'est-à-dire que depuis le 6-7 septembre que nous avons connu les manifestations, il y a eu des choses que le pouvoir ne voulait pas faire dans le passé, qu'il a fait. Et ça, ce sont des avancées qu'on n'aurait pas eues s'il n'y avait pas eu la coalition. C'est pour ça que je n'admets pas qu'on dise que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'est zéro, vous n'avez rien obtenu. Évidemment, c'est vrai que par rapport aux revendications que nous avons posées, les 4 revendications, ben, aucune n'a été obtenue jusqu'à présent. Ça, il ne faut pas s'en douter, ça c'est clair. Mais en dehors de ça, il y a eu quand même des espaces que nous avons réussi à conquérir à partir de la coalition et de la mobilisation que nous avons commencé. L'information relayée ce matin par le confrère Forum de la semaine, c'est la parole qui a été donnée à Gilbert Bawara à la suite du communiqué qui émanait de Conakry. Ce bout de papier photographié qui a circulé sur les réseaux sociaux, il est authentique? Oui. Parce qu'il y a des erreurs terribles là-dedans quand même. Hein? Oui. Des erreurs de date. Il y a des erreurs de date. Pas de signature non plus. Il y a des erreurs de date. Mais sur le fond, quand nous avons fait comme ça, nous avons demandé aux collègues si le document est vraiment authentique, ils nous ont dit le contenu, oui. Le contenu, ce dont on a parlé, c'est à peu près ça. Mais je ne comprends pas pourquoi dans un document qui a été fait... Qui est supposé avoir été fait à la présidence de la présidence, il y a des erreurs de date. Ça, je n'ai jamais rien compris. Alors, mais cet après-midi, nous avons une réunion au sein de la coalition. Et c'est au cours de cette réunion que nous aurons la restitution de tout ce qui a été dit au cours de ce voyage-là. Ce voyage à Conakry et à Accra. Alors, voilà. je voulais citer le ministre de la fonction publique, Gilbert Bawara, qui répondait juste à une question d'un confrère à la suite de ce communiqué-là. Il dit allons au dialogue et débattons de tous les sujets et de toutes les préoccupations. Là, on comprend finalement qu'au niveau du gouvernement, même si les partisans d'UNIR appelaient le président de la République à activer le processus de référendum, le pouvoir reste aussi dans le starting block par rapport aux discussions politiques. Oui, bien sûr. Je n'ai pas très bien compris la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pouvoir aussi veut aller aux discussions politiques, pas au référendum que certains lui proposent. C'est vrai que le pouvoir veut aussi aller au dialogue. Et je vous l'ai dit tantôt que si la délégation de la coalition a été reçue à Conakry et Accra, c'est sans doute que c'est
c'est aussi le pouvoir qui a pris des contacts. Vous pensez que Alpha Condé et Nana Akufo-Addo auraient pris des initiatives sans consulter le pouvoir de Lomé? Bon, je pense qu'il y a des contacts qui ont été pris, et peut-être que c'est ce que le Premier ministre a voulu faire ici, que nous avons refusé, en disant que le gouvernement ne pouvait pas nous convoquer parce que le gouvernement est parti à la crise, il ne peut pas nous convoquer. C'est peut-être ces consultations qui ont été faites au niveau avec la délégation de la coalition, je pense. Bon, ceci dit, le pouvoir aussi veut aller au dialogue. C'est ce que ça veut dire. Mais j'ai le sentiment que le pouvoir a repris du poil de la bête. C'est-à-dire que vous savez... En est-on arrivé là? Oui, je vais vous expliquer. Vous avez un pouvoir politique, c'est beaucoup de moyens. Vous pouvez le surprendre. Mais lorsque ça dure, vous lui donnez les moyens de s'organiser. Un État, c'est comme ça. C'est ce qui s'est passé. Ben, je pense, c'est ce qui s'est passé. Donc, on leur a donné le temps. Le pouvoir s'est réorganisé, s'est régénéré. M. Faure-Gnassingbé a parcouru beaucoup de pays pour servir un narratif. Je pense qu'aujourd'hui, la coalition a aussi le devoir de déconstruire ce narratif mensonger-là. Et puis, peut-être que au niveau de beaucoup d'instances, on a réussi à transformer les choses, à changer la situation. Et aujourd'hui, le pouvoir a repris du poil de la bête. Et donc, certaines choses qu'il aurait pu faire avant, lorsque la mobilisation était à son comble, il ne veut plus les faire, notamment les mesures d'apaisement. Vous savez que nous avons exigé qu'il y ait des mesures qui soient satisfaites avant que nous ne commencions le dialogue. Parce qu'on ne peut pas comprendre que pendant que les gens sont en train de manifester pacifiquement, on les arrête, et puis après ces gens-là seraient en prison, et puis la coalition serait en train de dialoguer avec le pouvoir pendant que des gens seraient en prison. Ça suppose également que avant le 23 janvier prochain, si Faure-Gnassingbé ne libère pas ceux qui ont été arrêtés, détenus dans le cadre des incendies des marchés, vous ne discuterez pas. Normalement non. Normalement non. En tout cas, jusqu'à présent, la coalition en est là. Parce que nous pensons que on ne peut pas. Des gens qui ont été arrêtés depuis 5 ans. Est-ce que ce n'est pas dans ce sens qu'il faudra finalement comprendre aussi la sortie de J.B. Bawara? Allons au dialogue et débattons de tous ces sujets. Oui, mais allons au dialogue et débattons de ces sujets. Les gens sont en prison, les gens ont été arrêtés, ils sont en prison, ils sont en train de souffrir. Oui, mais allons au dialogue pour en parler. En tout cas, la position de la coalition, oui, il faut la libérer d'abord. C'est qu'il faut la libérer. À supposer une seule minute que les discussions ne débouchaient sur rien. Qu'en serait-il de ces gens-là? Je vous pose la question. C'est vrai que c'est vous qui posez la question. Je nous pose la question alors. À supposer que ces gens-là qui sont en prison, les membres de l'association Noubouéké, oui, ceux qui étaient arrêtés pendant les manifestations, ils sont encore entre 80 et 100. Les détenus dans le dossier des incendies, toutes ces personnes-là, à supposer que nous disons, nous allons joindre ces revendications au fond. C'est-à-dire, nous irons discuter de ces revendications autour de la table. Et finalement, on se sépare en queue de poisson, le dialogue capote, puis voilà. Les gens restent en prison alors à ce moment-là. Oui. Ils restent en prison? Oui. C'est pour ça que nous disons que ces gens-là ont été arrêtés injustement, avant que nous n'allions à la table de négociation avec vous, eh bien, créer les conditions pour qu'il n'y ait pas de précédent. En même temps, il faut reconnaître que le pouvoir, en 6 mois, fait beaucoup de concessions quand même. Hein. Vous avez demandé beaucoup de choses. Il a fait des choses. Ça je suis entièrement d'accord. Les motos qui ont été libérées, même s'ils ont été esquintés. Pour certaines d'entre elles. Certaines, ces motos ont été esquintées. Bon, les imams qui sont libérés, qui avaient été arrêtés, et etc. Donc, des choses ont été faites. Nous sommes entièrement d'accord.
Mais certaines choses restent encore à faire. Et moi, je me réjouis de ce que le président Alpha Condé, dans le communiqué qui est fait, a reconnu qu'il reste encore beaucoup de choses et qu'il va envoyer un émissaire à Lomé pour discuter avec le gouvernement pour que le reste des exigences que pose l'opposition à titre de préalable soit rempli afin que nous puissions aller rapidement. Tout à l'heure, vous parlez de déconstruire le narratif. Oui, le narratif mensonger. Suivant que vous faites allusion aussi à l'assassinat de 2 militaires à Sokolé. Il y a eu un débat fou autour de ce sujet. Pas plus tard qu'hier, le ministre Orokura Agadazi déclarait chez nos confrères de Canal FM ou qualifiait le parti de Tikbi Akadam ou même le patron même de djihadiste. Il y a eu un communiqué officiel qui a été sorti par la coalition il n'y a pas longtemps sur ce sujet parce que justement Jean Pissi et Antoine Fouli, membres aussi, le parti membre de notre coalition, auraient fait des déclarations et Chebara a réagi. Oui. Vous savez, cette malheureuse affaire, au sein de la coalition... Elle a existé, cette affaire. Oui, elle a existé. Elle existe encore, puisque pas plus tard qu'hier, le ministre Orokura Agadazi en parlait. Dans des termes assez dangereux quand même, non? Parce que moi, je l'ai écouté, j'avais peur, parce que des accusations étaient graves. Alors, au sein de la coalition, nous n'avons jamais dénié la mort de 2 militaires. On n'a jamais dit non. Mais ce que nous avons dit simplement, c'est que dire que ce sont les membres du PNP qui les ont assassinés, dire que ces militaires ont été décapités, parce que c'est des Togolais, hein. Ça pouvait être mon frère, ça pouvait être, je ne sais pas, etc. Donc chaque fois qu'un Togolais meurt, qu'il soit Moba, Kabies, Tem, tout ça, c'est notre frère et ça nous fait mal. Peut-être parfois, je ne sais pas, si tu fais les ramifications, etc., peut-être que cette personne-là aurait un lien de parenté avec moi ou avec vous, ou avec quelqu'un de la coalition. C'est pour ça que nous avons condamné l'événement en disant c'est à déplorer. Mais accuser les gens sans qu'on sache réellement ce qui s'est passé, puisque vous savez que même la dernière fois, lorsqu'il y avait un jeune qui est tombé d'un camion, qu'est-ce que le ministre Yarka dit? Il a dit qu'il n'y croyait pas. Il a dit que certaines personnes dont on dit qu'elles sont mortes, qu'il n'y a jamais cru. Il veut des preuves. Nous sommes un peu dans le même contexte que le ministre Yarka, en disant 2 militaires qui sont nos frères, qui ont été décapités. Eh bien, chiche, mettons en place une commission d'enquête pour savoir exactement ce qui s'est passé. On peut le savoir. Où sont les photos? Nous n'avons jamais vu les photos. Est-ce que vous avez vu les photos? J'ai vu une photo. Qu'on a fait traîner. Je ne peux pas la certifier. Qu'on a fait traîner, accompagné de ce narratif mensonger dont je parle tout à l'heure. Bon, les collègues n'ont jamais dit qu'il n'y avait pas de militaires assassinés. Les collègues disent tout simplement, eh bien si c'est le cas, mettons en place une commission d'enquête pour savoir ce qui s'est passé exactement. Moi je pense que c'est quand même assez clair. Maintenant le ministre Orokura Agadazi qui reprend les thèses du gouvernement en accusant le PNP de djihadiste. Vous savez, moi j'ai fréquenté, j'ai beaucoup travaillé au Mali sur les dernières périodes. Et j'ai étudié les notions de djihadisme. Quand vous prenez par exemple le nord du Mali vers Kidal, avec Yadagrali qui contrôle cette partie, quand vous prenez le centre, ce qu'on appelle le Massina, avec la Katiba Amadou Koufa, qui est Peul, qui contrôle ces parties-là, c'est des gens qui dès le départ appelaient à la haine contre les intérêts étrangers, contre les Blancs, contre les Occidentaux, contre le gouvernement, etc. Alors, le PNP est créé depuis 2014. On a tout le temps écouté Tipi Achadam parler de façon démocratique. Le régime ne l'a jamais accusé d'être un djihadiste. Alors que celui qui est djihadiste, tel que Yadagrali par exemple, Amadou Koufa, dès que ces gens-là s'expriment, ils prennent la parole, eh bien, ils pourfendent les Occidentaux, ils appellent à la guerre sainte au djihad contre ces gens-là, etc. C'était clair dès le départ que ce sont des djihadistes.
il a fallu attendre qu'il y ait la marche du 19, que le PNP ait contribué à créer la coalition et est sorti beaucoup de gens qu'on lui colle cette étiquette-là. En même temps, qu'on m'a croire à le tout ça. pouvoir public en parle presque tout le temps dans ses sorties. Et on dit souvent chez nous qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, cette fois, si il y a un feu, il n'y a pas de fumée. D'ailleurs, il n'y a même pas de feu. Vous avez reçu à plusieurs reprises à Tchadam. Oui. Ici et ailleurs. Oui. On est d'accord. Vous l'avez écouté. Est-ce que vous avez déjà entendu dans le discours de Tipi Tchadam des relents djihadistes? Jamais. Moi, j'écoute tout le temps à Tchadam. Jamais. On entend un discours qui recoupe les thèses djihadistes. On n'a jamais vu des symboles. Maintenant qu'on dit que il y a eu des symboles sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui ne sont pas contrôlés, où chacun peut faire ce qu'il veut et l'attribuer à qui il veut. On dit qu'on l'a vu sur un cheval, tout ça, sur un arbre, etc. Tout ça. Ben, vous savez que dans ce pays, on avait accusé Gilchrist Olympio de terroriste. Hein? Oui, bien sûr. Moi, je me souviens, le 23 septembre, quand l'État les a condamnés, on avait dit qu'on les recherchait, on a dit que c'était des terroristes. Ce qui n'a jamais été vrai, on va dire, par exemple. Donc, c'est la même chose qui continue. C'est-à-dire que demain, si moi je pose un acte spectaculaire qui met le régime en difficulté, eh bien, disons qu'aujourd'hui, l'étiquette la plus sale, le nom le plus sale qu'on peut vous coller, c'est le djihadisme. On sait que l'Occident n'aime pas ça. Les djihadistes sont des ennemis à abattre, etc. Il ne faut pas les laisser venir au pouvoir. Et tout ça. Mais le PNP n'a rien de djihadiste. C'est un parti qui a été enregistré au ministère. Le discours de ce parti, il faut le reprendre. Le discours d'Atchadam, il faut le reprendre, etc. Ce sont des accusations fallacieuses. Alors aujourd'hui, pour aller vite, puisqu'on n'a que 2 petites minutes maintenant, la question de l'alternance politique au Togo, on voit clairement que cette question pose problème. Et depuis, on n'arrive pas à trouver une solution réelle à ce problème. D'ailleurs, votre livre écrit en 2001 évoque la problématique même de l'alternance politique au Togo. Et puis, la question du retour à la Constitution de 92, qui était finalement, on dira, le ciment de ce mouvement qu'on constate depuis 6 mois. Est-ce que vous maintenez votre position sur cette question de retour à la Constitution de 92? Absolument. Moi, j'ai envie de vous dire une chose. Quand on parle du retour à la Constitution de 92, ne croyez pas que c'est à Tchadam avec le PNP qui ont été les premiers à poser cette revendication. Les gens en parlent depuis longtemps. Moi, je me souviens que chaque fois qu'on a parlé de réforme, Claude Ameganvi a toujours dit retour à la Constitution de 92. Est-ce que vous vous souvenez? Oui, bien sûr. Il n'a jamais parlé de réforme comme certains en parlent. Atchadam a eu le mérite d'avoir simplifié dans des termes que tout le monde pouvait comprendre tout ce que nous disons de compliqué. Réforme constitutionnelle et institutionnelle, les gens disaient, qu'est-ce qu'on mettait dans tout ça? Retour à la Constitution de 92. Et le retour à la Constitution de 92 a le mérite de corriger une injustice. L'injustice, c'est que l'ensemble du peuple s'est donné une constitution, même si certains pseudo-intellectuels nous font croire que cette constitution a été adoptée dans des divergences. Quand vous parlez de pseudo-intellectuels, ce sont des citoyens. Tout à l'heure, au début de l'émission, vous dites qu'en France, par exemple, il arrive que le président de la République ou les empereurs consultent les intellectuels ou les partis politiques. Ce sont des intellectuels, ils sont à l'université, ils réfléchissent, ils donnent leur point de vue sur la situation. Oui. Vous savez... Ça fait des pseudo-intellectuels. Vous parlez de la France. Oui. En France, il y a un café qui s'appelle le Café de Flore. Bien sûr. Ah, vous connaissez. Bien sûr. Où se rassemblaient les intellectuels. Et quand le général de Gaulle a pris le pouvoir, beaucoup d'intellectuels se rassemblaient là-bas pour critiquer tout. Et André Malraux, qui était également intellectuel, a dit il vaut mieux participer au gouvernement que d'aller boire du café, que d'aller boire au Café de Flore. Par exemple, il s'est moqué d'eux.
il y a de vrais intellectuels à cette époque-là qui se rassemblaient au Café de Flore, qui faisaient des analyses objectives, qui critiquaient le gouvernement. Aujourd'hui, la plupart des universitaires que nous avons sont avec le parti au pouvoir. Parce que ils ne peuvent pas faire leurs comme... analyses seront forcément biaisées. C'est des analyses biaisées. C'est des analyses qui soutiennent le parti au pouvoir. Ils ne peuvent pas faire comme certains d'entre nous, des résistants, etc. Ils ont besoin de moyens. Donc ils accompagnent le pouvoir et ils font des analyses biaisées. Alors, quand ils disent la Constitution a été adoptée contre Yadema et ceux qui l'ont révisée en 2000 unilatéralement l'ont aussi fait contre les autres et que donc il faut aller vers quelque chose de consensuel, je dis mais rétablissons d'abord ce que le peuple s'est donné à près de 90%. Le peuple s'est donné une constitution. Revenons d'abord à ça. Si on revient à ça, maintenant s'il y a des aménagements à faire, etc., on procède à ces aménagements. Fulbert C'est ma Atisso, position. une dernière question. Comment est-ce que vous voyez l'issue de cette longue crise politique au Togo? Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire, ceux qui croient que le pouvoir a repris la main, ils se trompent. Le pouvoir ne reprendra plus jamais la main. Cette crise-là, elle est permanente, elle va être longue. Nous allons travailler pour densifier la mobilisation. Parce que moi, je crois dans la mobilisation comme instrument pour réaliser tout en politique. Tout et tout. Je crois dans la mobilisation. Et tout en affirmant notre adhésion à la coalition, dont je dis que sa constitution est une chance qui a permis de rassembler autant de monde, eh bien je dis que notre parti croit dans la mobilisation, va travailler à la mobilisation. Et je peux vous assurer que ce travail que nous avons commencé, qui n'est pas un travail générationnel, cette constatation, elle est permanente. Si ce n'est pas nous, ce sera d'autres. Si ce n'est pas d'autres, ce sera le peuple. D'accord, très bien. Fulbert Atisso, merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle juste que vous êtes un journaliste politique, on demeure journaliste à vie, essayiste et président du parti politique Le Togo, autrement. Je voulais aussi rappeler qu'en 2001, vous avez écrit le livre « La problématique de l'alternance politique au Togo ». En 2008, vous avez écrit « De l'unité africaine, de Nkrumah à l'Union africaine de Kadhafi ». En 2012, le Togo sous la dynastie des Gnassingbé, puis en 2015, le mal togolais. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez suivis. Et appelez-moi Eric Dato. Demain, on se retrouve pour la messe de vendredi. Emmanuel Afanyagbe était à la technique. À très bientôt. Au revoir. Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs.